Salut les camarades. Bon, voilà, moi je suis ici en tant que militant CGT, hein, comme vous, et je vais essayer de tenir un propos syndical et politique au sens général du terme, mais un propos éclairé par la pratique professionnelle qui est celle de mon métier, hein, d'agent de contrôle de l'inspection du travail. Alors, quand on est agent de contrôle de l'inspection du travail, cette question du bénévolat, on l'envisage sous l'angle de ce qu'on appelle, nous, les faux statuts. Hein, parce qu'on est là pour repérer les entourloupes et les infractions. Donc, faux statut, ça veut dire que, en tant qu'agent de contrôle de l'inspection du travail, on ne s'arrête pas à l'apparence de la relation qui est donnée entre les parties. C'est-à-dire qu'on peut écrire sur un papier nous convenons que Madame X, Monsieur Y est volontaire bénévole. On peut écrire nous convenons que Monsieur X, Madame Y va prester ses services dans le cadre d'un contrat de travail indépendant. Tout ça, c'est bien joli, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la réalité de la relation dans laquelle le travail s'exécute, et c'est à partir de l'examen très précis, très concret, de la réalité de cette relation qu'on va déterminer si oui ou non on est ou pas dans le travail salarié. Maud disait, il n'y a pas de frontière extrêmement établie entre le travail et non-travail. Moi, je le prendrais du point de vue juridique du terme, sous l'angle, il n'y a pas de frontière étanche entre travail salarié et travail autre. Parce que le droit du travail reconnaît l'existence d'un travail autre que le travail salarié. Il y a les travailleurs indépendants, je viens d'en parler, mais ça va même au-delà. Si vous prenez la quatrième partie du Code du travail, c'est la partie qui fixe les règles en matière de santé et de sécurité. Bon. Et comme toutes les parties du Code du travail, les premiers articles, L4111-1, portent sur le champ d'application de la partie. On dit voilà, tout ce qui va suivre, ça doit s'appliquer pour telle et telle situation. Et donc cet article qui fixe le champ d'application de la partie 4 du Code du travail, il dit, sous réserve des exceptions patati patata, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Là, à cet endroit du Code du travail, on ne parle pas de salariés, on parle de travailleurs, et ça a un sens, parce que dans d'autres parties du Code du travail, on parle de salariés. Ça a un sens qui est précisé un peu plus loin. Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. C'est-à-dire que le Code du travail envisage très officiellement qu'il y a des travailleurs qui vont être assujettis ou bénéficiaires, puisque c'est des dispositions qui sont censées les protéger, de ces dispositions, au-delà du salariat. Et je rejoins ce que tu disais, c'est-à-dire que on peut avoir des discours politiques ou idéologiques disant ça n'est pas du travail, mais quand on regarde le droit, voilà, qui est pourtant leur droit à eux, c'est le droit qui a été dicté par la classe dominante, en fait, il y a la reconnaissance, évidemment, qu'il y a du travail au-delà du salariat. Et j'anticipe un peu sur ce que je dirai ensuite concernant les Jeux Olympiques. Le ministère du Travail, la Direction Générale du Travail ont élaboré un guide à l'usage des organisatrices et organisateurs des grands événements sportifs. En page 2 de ce guide, vous avez encadré et en gras, le mot entre guillemets travail sera employé au sens générique pour désigner l'activité et ou la mission du bénévole dans l'ensemble du présent guide. Donc tout ça, voilà, c'est un package, et on ne fait pas la distinction entre travail salarié et travail autre. Donc pour nous, voilà, l'enjeu, ça va être de déterminer si on est dans du travail salarié, et auquel cas application de l'ensemble des dispositions du Code du travail en matière de salaire minima, application des conventions collectives et application de la législation en matière de cotisation sociale, ou si on est dans d'autres formes de travail qui n'emportent pas l'application de l'ensemble de ces règles. Et l'enjeu, il est la commission ou non d'un délit, qui est le délit de travail dissimulé, parce que si vous faites travailler des gens en tant que travailleurs et travailleuses salariés sans avoir respecté l'ensemble des règles qui sont énoncées par le Code du travail, et notamment la déclaration aux organismes de recouvrement des cotisations sociales, la déclaration des masses salariales pour le calcul de ces cotisations, eh bien vous avez commis le délit de travail dissimulé, passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, voire 75 000 si c'est commis à l'égard de plusieurs personnes. Alors imaginez s'il y en a 45 000, ça se multiplie pas.
Et donc je le disais, hein, frontière entre travail salarié et travail autre, qui n'est pas évidente à déterminer, parce que comme pour plein de choses, il n'y a pas de définition légale stricte qui nous dirait à partir de tel moment on est dans le travail salarié et voilà, à partir de tel autre on est dans d'autres formes de travail. La distinction, elle a été construite progressivement par la jurisprudence, c'est-à-dire c'est au fur et à mesure que des salariés ou des organismes de contrôle comme l'inspection du travail ou l'URSSAF ont relevé des situations qui ont fait l'objet de contestations devant les tribunaux, première instance, appel puis cassation, qu'on a précisé un certain nombre de critères qui permettent d'opérer cette distinction. Bon, et donc le critère, les critères les plus importants qui vont être dégagés par la Cour de cassation, on a notamment un arrêt en 2002, association Croix-Rouge, qui nous dit le bénévolat désigne l'exercice d'un travail. Donc voilà, là aussi, la Cour de cassation parle de l'exercice d'un travail, y compris dans le cadre du bénévolat. L'exercice d'un travail, d'une activité ou la fourniture d'un service à titre permanent ou occasionnel, à temps plein ou à temps partiel, par une personne envers autrui, spontanément et donc de plein gré, sans aucun lien de subordination juridique, ça va être le critère capital, et sans aucune contrepartie financière, qui est un critère également, mais les deux ne sont pas cumulatifs. C'est-à-dire que, y compris sans contrepartie financière, à partir du moment où il y a un lien de subordination juridique, les juges vont pouvoir requalifier la relation en relation de travail salarié et donc réclamer le versement des arriérés de salaire qui auraient dû être versés en contrepartie de cette prestation de travail salarié. Bon, il y a d'autres des critères complémentaires, on va dire, qui sont dégagés ensuite par la jurisprudence, j'y reviendrai. Alors ce qui est important là-dedans, c'est d'abord que le but poursuivi par l'activité qui accueille le faux bénévole n'est pas un critère en soi. C'est-à-dire que ce soit une entreprise qui se fasse de l'argent sur le dos des bénévoles, bon, vous avez moralement, politiquement ou peut-être même juridiquement c'est encore pire, mais c'est pas une condition. Là, l'arrêt que je vous cite, Association Croix-Rouge, dans cette affaire-là, des bénévoles de la Croix-Rouge, qui est une association, on va dire, humanitaire, qui poursuit absolument pas un but lucratif, ont été requalifiés en tant que travailleurs salariés. Bon, et d'ailleurs, on le sait toutes et tous, dans les associations, peuvent se côtoyer différents statuts, des salariés, des bénévoles. Donc voilà, le but poursuivi par l'activité n'est pas un critère. Ce qui n'est pas non plus un critère, c'est l'accord de la personne. L'accord, il peut être, tu l'as dit au travers des luttes que tu as citées, d'abord l'accord il peut être donné à un moment et puis ensuite on peut ne plus être d'accord, voilà. Là en l'occurrence, dans l'histoire de la Croix-Rouge c'était le cas, c'est des personnes qui avaient fourni du travail en tant que bénévoles pendant des années et puis qui au bout d'un moment, voilà, pour des raisons qui leur appartiennent, une dégradation des conditions dans lesquelles s'effectue leur activité, un ras-le-bol, voilà, la quantité se change en qualité, au bout d'un moment, on dit stop, nous on pense qu'en fait on doit être reconnu comme travailleur salarié. Donc l'accord il peut être donné à un moment donné et puis il peut ne plus exister, donc voilà, ça ne peut pas être un critère en soi. Et puis du point de vue du droit du travail, c'est une notion juridique là que j'emploie, on considère qu'il y a un ordre public social, c'est-à-dire que même avec l'accord des parties, on ne peut pas faire n'importe quoi. Un employeur, même, il pourrait trouver des salariés qui diraient moi je suis d'accord pour être rémunéré en dessous du SMIC. Mais il y a un ordre public social qui interdit de faire ça, parce qu'on considère que si on rentre là-dedans, on porte un dommage à la société, on rentre dans une espèce de spirale qui va porter atteinte à l'ensemble de la collectivité, au-delà de la personne qui a pu individuellement donner son accord, et encore une fois un accord à un moment donné, dans des circonstances données, pour travailler dans ces conditions. Bon, et ça, voilà, nous on considère que c'est très important, parce qu'en tant que professionnel de l'inspection du travail, on est là pour garantir cet ordre public social, et l'accord, le volontariat, ne peut pas permettre de faire n'importe quoi, sinon on est dans un autre type de société que celui déjà dont on est actuellement, et encore plus que celle qu'on appelle de nos voeux, qu'on souhaite construire. Donc voilà un peu le cadre juridique général qui est dégagé
par la jurisprudence. Et donc les juges ils vont procéder à partir d'une situation concrète avec la technique, enfin, et nous on fait de même hein, quand on contrôle une situation, qu'on appelle du faisceau d'indices. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, dans la façon dont se passent les choses concrètement, un certain nombre d'indices pour voir si ce lien de subordination juridique, hein, comme je vous l'ai dit, qui est le critère essentiel, il existe ou pas. Alors le lien de subordination juridique, la Cour de cassation le définit par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Et donc à partir de là, on va chercher les indices qui nous permettent ou pas de considérer qu'il y a existence d'un lien de subordination. Ça peut être la possibilité pour l'employeur de sanctionner les travailleuses et les travailleurs qui ne respecteraient pas ces directives. C'est un des critères qui a été retenu notamment dans le cadre des plateformes type Uber et autres. Si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous êtes radié de la plateforme. Donc c'est une forme de sanction qui caractérise l'exercice d'un pouvoir de direction. Est-ce que la personne, elle reçoit des horaires de travail? Est-ce qu'il y a des horaires de travail qui lui sont imposés? Normalement, quand vous êtes bénévole, vous choisissez librement, même s'il peut y avoir une forme de répétitivité, parce que si vous assurez l'entraînement du club de foot des Poussins, ça va être toutes les semaines à la même heure, mais c'est des horaires que vous avez, dont vous avez convenu librement et vous ne pouvez pas être sanctionné. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Si jamais pour une raison X ou Y, à tel ou tel moment, vous ne pouvez pas assurer cette intervention, donc l'existence d'horaire, d'un planning de travail qui est imposé aux salariés, ça c'est quelque chose de très important. L'existence, on va dire, d'une chaîne hiérarchique. Hein. Est-ce que vous êtes inscrit? Est-ce que votre intervention, votre travail, il s'inscrit dans un ensemble organisé avec des supérieurs, des subordonnés, des supérieurs qui vont donner les instructions, contrôler leur application. Ça peut être le port d'une tenue de travail. Enfin voilà, tout un tas de critères comme ça, hein, d'indices que le juge va regarder pour savoir si il y a existence ou pas d'un lien de subordination. Et alors, voilà, je glisse sur la question des Jeux Olympiques. Donc pour les 45 000 bénévoles / volontaires, Paris 2024 a publié une charte qui est censée cadrer les conditions dans lesquelles le recours à ces 45 000 personnes va s'exercer, hein, charte du volontariat olympique et paralympique. Alors, je le disais, le plus important, ce sera les conditions concrètes et réelles dans lesquelles les choses se passent. Mais enfin, nous, quand on lit, et c'est ça qui fait que mon organisation syndicale tient d'ores et déjà un discours critique, voire très critique sur ce qui est en train de se passer, c'est que quand on lit cette charte, nous, on a l'impression qu'il y a tout un tas des indices dont je parlais qu'on peut considérer comme d'ores et déjà cochés en réalité. Parce qu'on y apprend que les volontaires vont se voir remettre un planning de travail, on y apprend qu'il va y avoir des volontaires qui seront chargés d'encadrer les autres volontaires, on apprend que si les volontaires ne respectent pas les plannings, les consignes qui leur seront données, ils peuvent se voir retirer leur accréditation qui est indispensable hein, pour être présent dans les sites olympiques, y compris pour mes collègues. Et donc ça veut dire que vous êtes out de l'événement. On y apprend que il faut, pour la partie en tout cas qui va concerner le déroulement des Jeux, il faut s'engager à l'avance à être présent au moins 10 jours. On y apprend que elle et ils vont pouvoir travailler jusqu'à 48 heures par semaine, qui est la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par le Code du travail pour les salariés. Donc il n'y a pas de différence entre la durée de travail entre les volontaires et les personnes qui travailleront dans le cadre d'un contrat de travail. Et on y apprend, et j'y viens, quelles sont les missions qui vont pouvoir être exercées par ces volontaires. Hein. Ça commence à la page 15 du guide et ça s'achève à la page, je suis en train de dérouler pendant que je vous parle, à la page 38 sur 39 pages que compte le guide. Donc il y a 23 pages qui listent l'ensemble des tâches et des missions qui vont pouvoir être effectuées par les volontaires. Et pour résumer, en fait c'est tout, à part ce qui consiste à manipuler de l'argent,
Et ce qui a trait aux professions réglementées, la sécurité par exemple, hein, voilà, c'est une profession qui est réglementée, vous ne pouvez pas l'exercer si vous n'avez pas une autorisation du CNAPS, donc voilà, ça c'est pas possible. Et pareil, la conduite d'engins comme les engins de levage, voilà, pour l'aménagement, bah, ça il faut des permis, donc voilà, c'est pas possible de le faire comme ça. Mais sinon, tout le reste, bah, c'est des missions qui peuvent être exercées par les volontaires. Et j'en arrive là à un critère complémentaire, hein, je le disais, le critère essentiel qui est dégagé par les juges, c'est l'existence ou non d'un lien de subordination, mais un des critères complémentaires qui est dégagé par la Cour de cassation, c'est le caractère indispensable ou non pour l'activité mise en place du travail qui est fourni par les prétendus ou les supposés bénévoles. Bon. Et quand vous voyez la liste hein, des missions qui figurent dans cette charte du volontariat, bah oui, en fait, les jeux, ils ne peuvent pas se tenir sans ces 45 000 volontaires. Et donc, bah, à partir de là, nous, on y voit un indice supplémentaire qu'on est possiblement dans un faux statut, puisqu'il y a ce caractère indispensable. Et alors, j'ai envie de dire, cerise sur le gâteau, hein, on apprend, en lisant la liste des missions qui vont pouvoir être effectuées par les volontaires, que certaines et certains vont travailler sous la supervision d'une société qui s'appelle Omega. Omega, c'est une multinationale suisse qui a remporté le marché de tout ce qui est le chronométrage. Voilà, c'est des JO, il y a des records, on va mesurer des temps de course, de natation, etc. Donc tout ça, c'est fait par une société professionnelle qui va fournir un matériel de pointe et des salariés, j'imagine un peu quand même, pour faire ce chronométrage et les statistiques. Et donc il y a des volontaires qui vont travailler pour réaliser ces tâches sous la supervision d'Omega. Donc je le disais, le critère du but poursuivi n'est pas un critère essentiel, mais quand même, politiquement, là on a quelque chose qui, à notre avis, est encore plus critiquable. Pourquoi cette société elle ne salarie pas les personnes qui sont nécessaires à son intervention et pourquoi voilà, on a dans ce cadre-là, peut-être même plus encore que pour le reste, des volontaires qui doivent intervenir. Bon, donc ça, me direz-vous, bah voilà, c'est Paris 2024, ils font leur charte, ils tentent, après tout, voilà, ça coûte moins cher, pourquoi LAX ne tenterait pas? Mais que fait le ministère du Travail, hein, l'autorité tutelle de l'inspection du travail vis-à-vis de cette tentative, on va dire, ben, le ministère il publie lui aussi un guide, recours au bénévolat, guide pratique à l'usage des organisateurs des grands événements sportifs, qui a été publié en décembre 2022, préfacé par Olivier Dussopt. Donc je vous disais, c'est ce guide-là qui commence par indiquer très rapidement que le mot travail sera employé au sens générique pour désigner l'activité ou la mission du bénévole dans l'ensemble du présent guide. Et le problème, c'est que ce guide, en fait, bah, c'est quasiment un décalque de la charte du volontariat de Paris 2024. Il avalise à l'avance les pratiques qui vont être mises en œuvre, qui ont déjà pour partie été mises en œuvre dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, et les pratiques qui vont être mises en œuvre dans le cadre des JO. Donc, sous couvert de donner quelques rappels et quelques avertissements hein, aux organisatrices et organisateurs de ces événements, en réalité, il entérine des pratiques avec des espèces de questions-réponses. Voilà. Question, puis-je demander à un bénévole de respecter des horaires? Réponse du ministère du Travail. Oui, car le fait pour une personne d'exercer une activité bénévole ne signifie pas que celle-ci ne soit pas tenue de suivre les règles librement convenues avec l'organisme ou la structure d'accueil pour l'organisation de sa participation. Mais dès lors que des contraintes existent, il est recommandé de s'assurer de l'accord du bénévole. Bon, enfin voilà, et donc on a tout un tas de trucs comme ça. Puis-je donner des instructions à un bénévole sans que cela caractérise un lien de subordination? Oui, nous dit le ministère du Travail. Mais attention, vous ne disposez pas du pouvoir de sanction sur le bénévole, mais par contre, si le bénévole ne respecte pas les consignes destinées à assurer la sécurité des biens et des personnes, on peut prendre des mesures adéquates, notamment le retirer des équipes de bénévoles. Donc voilà, il y a tout un tas de distinctions subtiles qui n'ont aucune valeur juridique, hein, parce que ce guide, c'est ce qu'on appelle du soft law, hein, c'est ce qu'ils ont déjà tenté de faire dans le cadre de la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas la loi pour ne pas assumer politiquement de changer les règles du jeu. Par contre, on édicte des trucs,
qui sont borderline, et on dit ben voilà, il faut se référer à ça. Je vous rappelle, pendant la crise sanitaire, on avait tout un tas de questions-réponses comme ça, où on disait en gros, ben, si l'employeur respecte ça, le droit de retrait des salariés n'est pas justifié. Sauf que derrière, ben, les juges ont eu à se prononcer sur un certain nombre de situations, et ont jugé que bah, si, le droit des salariés était fondé parce qu'ils avaient des raisons légitimes de craindre pour leur vie ou pour leur santé. Bon, et là on est dans le même type de document, entre guillemets, on y va au bluff, on écrit des choses et puis on verra si ça passe ou ça casse. Mais le problème, c'est que évidemment, les organisatrices et organisateurs vont se prévaloir de cette caution du ministère du Travail contre les éventuels volontaires qui souhaiteraient ensuite faire requalifier leur relation en travail salarié, vont s'en prévaloir éventuellement contre les agents de l'inspection du travail qui souhaiteraient aller vérifier si les conditions concrètes dans lesquelles se déroule l'événement répondent aux conditions du bénévolat ou aux conditions du travail salarié, alors que le rôle du ministère du Travail, à notre avis, bah, ça devrait être d'alerter les organisateurs et organisateurs de ces événements sur le fait qu'au vu de ce qu'elles et ils ont écrit eux-mêmes dans leur charte, ils sont dans une zone qui est plus que grise et ils devraient reconsidérer le fait de salarier toute une partie des intervenantes et des intervenants. Donc voilà un peu hein, le cadre dans lequel les choses vont se dérouler, ce qui fonde les critiques que notre syndicat adresse, ou en tout cas les mises en garde que notre syndicat adresse vis-à-vis de la façon dont ces événements se déroulent et vont se dérouler, bon, et qui fondent aussi, voilà, Kamel l'a dit en introduction, donc pas de langue de bois entre nous, les interrogations et critiques que l'on peut adresser à la position qui en l'état actuel est celle de notre confédération, qui considère que globalement les choses sont encadrées, qu'on verra à la marge s'il y a des situations qui nécessitent une intervention et un accompagnement des personnes, mais qu'en gros, tout roule. Bon, pour nous, tout ne roule pas, et au vu de ce qu'on sait, on devrait au contraire plutôt intervenir pour qu'une masse significative de ces 45 000 volontaires bascule dans le travail salarié, compte tenu de l'ampleur de l'événement et par ailleurs des moyens financiers qui y sont mis. Alors on sait évidemment que c'est une question compliquée, puisque, voilà, Maud l'a dit, quand on commence à poser ces questions-là, bah, derrière, on interroge quelque part nos propres organisations, l'organisation de la Fête de l'Humanité, des festivals de musique. Bon, et d'ailleurs, le ministère du Travail joue sur cette, culpabilité collective, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dans la préface du SOPT, il nous écrit: que serait le sport sans les bénévoles qui tous les jours assurent la gestion des clubs sportifs, la collecte des cotisations, la tenue des feuilles de match, l'organisation des déplacements, l'animation des entraînements ainsi que de la vie du club et le calendrier des rencontres. La vitalité du mouvement sportif doit beaucoup à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, par passion ou simplement parce qu'ils ont le goût des autres, d'être utiles, donnent de leur temps pour faire vivre leur club. Alors tout ça c'est bien joli, mais nous on considère, et sans régler l'ensemble des discussions voilà, qui sont légitimes et très compliquées sur la frontière entre engagement militant, travail salarié, on pense quand même qu'on devrait pouvoir s'accorder pour dire que là, les JO, compte tenu de tout ce que je viens d'exposer, de la durée de présence minimale qui est requise, du fait que les personnes ont candidaté, que pour certaines d'entre elles, elles ont dû passer, y compris un véritable entretien d'embauche, etc., qu'on est quand même sur un événement qui est qualitativement différent de la personne qui donne quelques heures pour le club sportif, l'association de sa ville, de son quartier ou de son village, ou même pour monter un stand à la fête de l'UMA, et que selon nous, on ne devrait pas laisser faire ça parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, derrière il y a la question de l'ordre public social et de l'instauration de modèles qui petit à petit vont aller en s'élargissant et de précédents qui seront utilisés par d'autres et à des fins, enfin voilà, quoi qu'on pense des JO, même si on considère que voilà, il y a quelque chose de louable là-dedans, de positif, qui pourront être utilisés, qui sont déjà utilisés pour des finalités beaucoup moins louables ou beaucoup plus critiquables que l'organisation d'un événement sportif, même avec toutes les critiques écologiques, sociales, etc., qu'on peut adresser à son encontre. Je pense par exemple, et je vais m'arrêter là-dessus, si vous avez vu le reportage, je ne sais plus si c'est un complément d'enquête ou un cache investigation sur le Puy du Fou, voilà, ben, ça repose sur des milliers de bénévoles.
quand les journalistes vont interroger, je ne sais plus lequel c'est de la famille de Villiers là, qui joue le rôle de directeur dans cette affaire-là, bah, il vous dit très clairement, mais pourquoi je ferai des contrats de travail? Moi j'ai des bénévoles, c'est gratuit. Voilà. Et derrière, il y a, alors avec un montage juridique, il y a un bout d'association, une société anonyme bon, qui sont en interconnexion, mais derrière avec des millions d'euros de bénéfices. Voilà. Et tout ça ben, repose sur le travail de milliers de bénévoles. Voilà. Donc je crois qu'on n'a effectivement pas intérêt à laisser s'installer ces modèles-là, que ce soit au prétexte des Jeux Olympiques ou d'autres. Les définitions que je vous ai données, c'est les définitions du droit tel qu'il est. Ça va pas forcément être les nôtres politiquement, voilà. Mais par contre, je pense qu'on ne peut pas être moins exigeant que ce qu'est le droit du travail en matière de protection des salariés et de délimitation de cette frontière donc entre bénévolat et travail salarié. Merci les camarades. Merci. Merci. Simon qui a à peu près respecté son temps de parole.